Les débats commencent dès 10h30 compte tenu des circonstances, compte tenu de vos réactions, de votre émotion. Vous êtes très nombreux à nous regarder, à réagir sur les réseaux sociaux après l'assassinat horrible de ce professeur d'histoire-géographie. Après l'émotion, les hommages, les discours de fermeté, on attend des actes, un engagement réel et concret de l'État, assez de mots. Donc il y a des choses qui ont été annoncées. Est-ce que cela va suffire ? On va revenir sur la fermeture de la mosquée de Pantin, la fermeture de certaines associations considérées comme faisant partie de la mouvance islamiste. On va parler du débat sur l'immigration, ce que réclame LR, islamisme, le lien avec l'immigration. Bref, beaucoup de sujets. Pour en parler, Michel Taube, bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alexis Poulain, bonjour, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve tous les mardis matins sur Sud Radio, dans la matinale, dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Vénibus. Sophie de Menton, bonjour, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et Céline Pina devrait nous rejoindre dans quelques instants, auteure, chroniqueuse, femme engagée, cofondatrice du mouvement Vivre la République. Elle sera là avec nous dans quelques instants. Peut-être un petit tour de table pour voir ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres dans l'actualité, même si elle est lourdement, fortement marquée par ce qui s'est passé samedi. Peut-être qu'on va commencer avec Michel Taube. Alors écoutez, moi j'ai une fille qui a 10 ans, à qui j'essaye de sensibiliser à certains classiques des films d'animation. Moi je me rappelle quand j'étais petit, j'adorais les Aristochats. Ouais, absolument. Et je lui ai fait visionner les Aristochats il y a quelques jours. Elle a bien aimé, parce qu'elle a un chat, ça s'appelle Choupette, elle adore. Et figurez-vous qu'on a échappé de peu à l'interdiction définitive des Aristochats, parce que Disney a envisagé, finalement ils ne l'ont pas fait, de censurer définitivement ce film et beaucoup d'autres. Alors finalement ils ont pris d'autres décisions, c'est qu'ils ont mis désormais des avertissements. Parce qu'il y a des passages. Non mais c'est des malades mentaux. Ils mettent des avertissements en disant que certains passages. Ce programme comprend des descriptions négatives et ou de mauvais traitements de certains peuples ou cultures. Et donc, en fait, ça, c'est par rapport au débat qu'on a déjà eu il y a quelques mois. Doit-on censurer des œuvres de l'histoire qui ont pu avoir des passages racistes ou pro-colonialistes, etc. Et Disney continue à se poser la question, et sous de nombreuses pressions. Là, heureusement, ils ne censurent pas, ils mettent des avertissements, ce qui est quand même... Des avertissements, Michel, mais je précise qu'il est question qu'ils sous-titrent le dessin animé. C'est-à-dire ils mettent que ça peut choquer, ils mettent un sous-titre. Non, mais c'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé désormais de mettre un avertissement. Donc, quand vous visionnerez les Aristochats, vous aurez un gros avertissement. Honnêtement, société de la victimisation. Voilà. Et donc, moi, j'appelle les auditeurs de Sud Radio à continuer à regarder les Aristochats parce que c'est un super film, notamment pour nos enfants. Ouais. Alexis Poulain, c'est un coup de cœur. Moi, c'est un coup de cœur pour Nathalie Loiseau, députée européenne. Un petit peu ironique, je sens. Je sens poindre l'ironie. Nathalie, si vous nous écoutez, alors hier, elle a posté sur le réseau social Twitter une photo d'ampoule allumée en disant « Luttons contre l'obscurantisme, rallumons les lumières ». J'ai dit, j'ai vu que son compte n'était pas hacké, que c'est vraiment elle qui l'a posté. Et c'est quand même l'ancienne directrice de l'ENA, c'est l'ancienne ministre de l'Europe, maintenant députée européen. Et je rigole. Et elle me répond, parce que vous êtes pour l'obscurantisme, moi ça fait des années que je lutte contre le terrorisme. Et je lui ai répondu très simplement, mais dans ma boîte à outils contre le terrorisme, et ça fait des années aussi que je suis contre le terrorisme, mettre une photo d'ampoule sur Twitter, c'est pas un des outils que j'utilise. C'est pas vraiment utile. Et il y a peu de réponses suite à ça, donc j'espère qu'on poursuivra le débat avec Nathalie. Vous êtes tard, mais alors c'est une vraie question, Alexis, parce qu'on se demande dans ce moment de détestation de la violence sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. C'est scandaleux et on se demande s'il faut y être. Alors les gens un peu, effectivement, il y en a énormément qui disent moi je n'y suis pas ou je pars, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution du tout.
Je dois dire que moi, je suis sur Twitter et que j'ai des followers qui sont extrêmement dignes, sympathiques, même quand ils ne sont pas d'accord. Oui, enfin, vous avez aussi subi quelques insultes. Alors sur Facebook, peut-être sur mon compte Twitter, non. Non, mais c'est pas une raison pour le faire. J'y tiens. On va parler des réseaux sociaux de toute façon, effectivement. Mais quand même, c'est un vrai sujet. Faut-il y être? Oui, je pense qu'il faut y être. Mais après, voilà, il faut être conscient des limites de l'outil. Sophie, c'est un... Alors oui, moi, c'est un peu entrepreneurial comme réaction. Comme d'habitude, mais oui, mais je suis en train de penser au pressing. Figurez-vous que personne n'a pensé au pressing, mais que nous avons en particulier une société Haïti, que Sequoia Pressing, qui a beaucoup de pressing, etc. Quand même, c'est une profession qui a 15 000 collaborateurs en France. Ils ont besoin de visibilité parce que c'est terrible. Là, cette société qui a 62 pressings, 80% des pressings sont fermés. Alors, ils sont très impliqués, d'ailleurs, dans la sauvegarde de l'environnement, etc. Mais parce que les entreprises, les gens vont plus bosser, les gens s'habillent plus, les gens restent chez eux, les gens vont pas au pressing. Il y a une espèce de... C'est important, il faut absolument essayer de garder un mode de vie normal, etc. Oui, mais si vous n'avez rien à laver, si vous n'avez rien à nettoyer, oui, mais effectivement, je n'avais pas pensé à cette conséquence. Vous avez un partenaire dans les pressings ou quoi Oui, absolument. Ils sont membres du mouvement éthique, c'est pas un partenaire. Et je défends mes membres indéfiniment. C'est une profession qui est sinistrée. Voilà, il y en a une, il faut l'indiquer. Les fleuristes aussi. Les fleuristes, beaucoup moins. Et en plus, je veux dire, ceux-là, on les aide pas, ou très peu. Je veux dire, moi, je fais allusion aux sommes considérables qu'on peut verser. Et il y a des gens qui sont, fermés, c'est leur vie qui s'arrête, c'est des commerçants, c'est terrible. Ma remarque était un peu... J'ai bien compris. Acerbe, mais en revanche, je trouve que c'est excellent de dire ça, parce qu'il y a des milliers de métiers et de services qui sont vraiment qui passent sous le radar aujourd'hui et dont beaucoup ne se relèveront pas. Oui, absolument. Moi, j'ai du mal à sortir de ce qui s'est passé vendredi. Alors, c'était un coup de gueule, c'est un coup de cœur pour ce jeune garçon, Pape Biram, qu'on a pu voir sur tous les réseaux, à la télévision. Ce garçon de 12 ans, ce jeune garçon de 12 ans, scolarisé donc dans le lycée de Samuel Paty, et donc il y avait une parole extrêmement juste, sauf que derrière... ce petit garçon, il faut savoir qu'il a 12 ans, il est en 6e, il est placé en foyer, il dépend de l'aide sociale, il a été retiré à ses parents pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais Lies Loufoque, qui est très engagé auprès des jeunes, a alerté hier les télévisions en disant arrêtez de montrer son visage, vous n'avez aucune autorisation, la DAS, l'ASE n'a donné aucune autorisation, donc il y a quelqu'un qui le trimballe de plateau en plateau, les journalistes sont passés outre une autorisation pour un mineur, sans penser aux conséquences que ça va avoir sur ce jeune garçon quand il va retourner à l'école, qu'il a dit qu'il était stigmatisé, lui, que les musulmans, qu'il y avait il va retourner à l'école, est-ce qu'on y a pensé? Et puis même au sein de l'histoire, la famille peut se retourner contre l'ASE, il y a des conséquences terribles pour ce jeune homme, qui est formidable par ailleurs, mais réfléchissons avant de donner... là, vous faites un coup d'alerte aux médias, merci Valérie, parce que, je veux dire, c'est les premiers donneurs de leçons, il ferait mieux de s'impliquer à eux-mêmes, je pense à la liberté d'expression, je pense à ce type de réaction, il ferait mieux de s'appliquer à eux-mêmes les leçons qu'ils donnent aux autres. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un assez... peu aussi le syndrome Greta Thunberg, c'est-à-dire qu'on donne la parole aux enfants sans penser aux conséquences que ça peut avoir dans le futur, pour eux. Oui, non, mais absolument, et donc il y a des conséquences, et Lies Loufoque ce matin nous dit que son alerte a été entendue, donc tant mieux si les médias floutent le visage. J'en profite pour dire que pour avoir discuté avec Lies Loufoque, rien ne progresse du côté de la protection de l'enfance. Nous avons un secrétaire d'État qui avait dit qu'il prendrait, Adrien Taquet, des mesures après la diffusion sur M6 d'un documentaire consacré justement à des défaillances terribles. Lies Loufoque dit il ne se passe rien. Est-ce que vous avez entendu Adrien Taquet depuis des mois? Je peux le confirmer par d'autres sources d'informations aussi. Travaillant avec un organisme de formation qui forme notamment les assistantes sociales et qui est l'IDP. Moi aussi, je fais de la pub. Rien n'a changé et c'est tout Macron. C'est-à-dire que des fois, il a des très bonnes idées. C'était très bien de créer un secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Et ça ne suit pas derrière. Et c'est absolument catastrophique. Et deuxième point que je voudrais dire, c'est que la protection de l'enfance,
c'est un excellent argument juridique pour se battre contre l'islamisme radical. Ouais. Parce que sur la protection de l'enfance, vous avez beaucoup plus d'outils, de contraintes juridiques, donc conformes au droit, pour imposer le retrait des enfants à des prédicateurs salafistes que les arguments sur les enjeux de valeurs, de principes, etc. Et on n'utilise pas assez cet argument. Je profitais de... Non, mais c'est une cœur excellente réflexion. Et pour les petites filles, ce serait fondamental. Comment n'a-t-on pas réagi ? Petites filles qu'on interdit de sport, parce que petites filles, ça, à 15-16 ans, quand on leur impose d'être voilées, c'est des mineurs. Oui, mais c'est pas ça la question dans les foyers, c'est la protection des jeunes filles qui se prostituent et pour lesquelles pas grand-chose n'est fait. Ce que me faisait remarquer également Lies Loufoque hier, c'est que quasiment tous les terroristes sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Les Koulibaly, les Kouachi, tous ont été à un moment ou à un autre placés en foyer. Là aussi, il y a peut-être une interrogation à avoir sur le parcours de ces jeunes et au-delà de la protection de l'enfance, peut-être, puisqu'on en est aujourd'hui à se poser des questions, c'est peut-être justement une chose à voir. Ouais. Des paroles, des actes. On a entendu donc des ministres extrêmement déterminés. J'évoquais Marlène Schiappa ce matin pour la lutte la lutte en ligne, justement de tout ce qui est réseaux sociaux, lutte de l'islamisme. On a entendu parler d'expulsion, de dissolution d'associations. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau qui était ce matin sur notre antenne dans le Grand Matin. L'immigration, on est le seul pays d'Europe pratiquement à ne pas avoir contraint le regroupement familial, à ne pas avoir pris des mesures de fermeté parce qu'on sait qu'il y a un lien entre l'immigration massive et la détérioration notamment du climat et surtout l'encouragement. Mais là il y a deux débats quand même. Il y a la lutte contre l'islamisme radical, c'est la même chose. Et puis l'immigration, c'est la même chose. C'est la même chose, je le démonte. Souvenez-vous le tueur de Villeurbanne, il était afghan, ensuite l'homme au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, lui était un faux mineur pakistanais. Et là, celui qui a décapité ce professeur, Samuel Paty, il était lui aussi étranger. Il était exactement tchétchène. L'article extraordinaire de David. Voilà. Qui veut réagir là à ce que vient de dire. C'était pas ce son-là auquel je pensais, mais parce que Bruno Retailleau a évoqué aussi la responsabilité, mais il est responsable aussi des différents politiques qui depuis des années, c'est ce qu'a évoqué hier aussi l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, sur ce ne sera plus, il faut que la peur change de camp, la République se tient debout. Qu'est-ce qui a changé depuis les premiers attentats ? C'était le sujet de mon édito de ce matin sur cette antenne. L'ignominie a été atteinte à un paquet de fois. Rappelez-vous, des enfants ont été tués dans une école à Toulouse en 2012 parce qu'ils étaient juifs par un terroriste islamiste également. Et d'ailleurs, il y avait un enseignant parmi les victimes. C'est pas le premier qui est mort. Non, parce qu'on a entendu des gens dire que l'école était attaquée, c'était la première fois. Non, on oublie, c'est affreux. C'est la mémoire de poisson rouge. Donc c'est toujours la même méthode. L'ignoble arrive, le débat. C'est ce qu'on avait résumé au moment de Charlie, les bougies, la manifestation, et puis on passe à autre chose. Et puis on recommence. Et bien là, j'espère qu'on ne va pas recommencer. J'espère qu'on prend enfin conscience du danger que nous courons tous collectivement si on continue à faire comme avant. Alors, c'est bien, les fenêtres s'ouvrent, on a beaucoup de déclarations, mais c'est encore une fois du déclaratif. Alors, la mosquée de Pantin est fermée pour 6 mois. Des associations vont être dissoutes, des personnages radicalisés vont être raccompagnés aux frontières. Très bien, et après ? Et après, quelle va être la surveillance ? Quel va être le degré de protection ? Quel va être le degré d'offensive aussi de la République pour défendre nos valeurs qui sont systématiquement attaquées depuis des années ? Tous, à chaque fois, sont en colère, à chaque fois montrent. Il y a des coups de menton, il y a le même discours. Maintenant, on va revenir aussi sur l'expulsion de ces 231 fichiers S. Michel Taube. En fait, comment dire, effectivement, cette tragédie, on n'en est pas la première. Il y a déjà eu des très très graves attentats. Rappelez-vous le traumatisme du Bataclan, de Charlie Hebdo, de Mera, etc. En fait, lorsqu'il y a un tel attentat, c'est le moment ou jamais de prendre des mesures très très fortes qui permettent quand même de passer à la vitesse supérieure. Et là, c'est dans les prochaines semaines que ça va se jouer. Le 9 décembre prochain, Gérald Darmanin va présenter un projet de loi. Alors, on oublie de dire pourquoi c'est le 9 décembre, parce que c'est la journée de la laïcité. Le 9 décembre, il présente au Conseil des ministres son projet de loi. C'est entre maintenant et le 9 décembre que des actes
très fort et définitif doit être pris. Et je voudrais en citer un que vous avez cité, qui est pour moi effectivement très audacieux, courageux, et qui, à mon avis, va au-delà de la communication, comme souvent le gouvernement nous se contente d'en faire. C'est la fermeture de la grande mosquée de Pantin. Ouais. Pourquoi c'est très important ? D'abord parce que c'est pas gagné qu'ils vont l'obtenir définitivement. Non, c'est pas gagné parce qu'il va y avoir des contestations juridiques très très fortes. Deuxième raison, quand vous allez sur la page Facebook de la grande mosquée de Pantin, il y a 2 informations qui sont absolument incroyables. D'abord, il y a 95 000 adhérents à la page Facebook de la mosquée. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de monde derrière cette mosquée. Très nombreux, ils ne sont pas quelques dizaines, quelques centaines, ils sont des milliers. Et le deuxième élément, c'est que sur la page Facebook, ils ont retiré de façon totalement lâche le post du parent d'élève qui appelait grosso modo à lyncher le prof le lendemain même de son... véritable fatwa qui a été lancée contre ce prof. Fatwa. Mais ils ont laissé un autre message que vous pouvez aller voir sur la page de la grande mosquée de Pantin. C'est une vidéo qui s'appelle le vrai séparatisme et qui est une vidéo politique où vous avez des messages de Assa Traoré, de Rokhaya Diallo et de très nombreux autres intellectuels qui disent le vrai séparatisme, c'est pas le séparatisme islamiste, c'est l'islamophobie. Et en fait, vous avez sur le site d'une mosquée, d'un lieu de culte qui est un lieu cultuel, qui est là uniquement pour parler de religion, un discours politique, une machine de guerre politique contre la République, et plus particulièrement d'ailleurs contre le chef de l'État, Emmanuel Macron. Et ça, c'est profondément scandaleux. Donc moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est une vraie mesure. Ça, c'est une bonne mesure, mais je ne sais pas si elle pourra être maintenue et si elle ira jusqu'au bout des faits. Et elle relève, c'est ce genre de mesure qu'il faut appliquer si l'on parle vraiment d'une guerre contre l'islam radical. Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais j'attire justement à ce propos l'attention d'un très bon article de David Lisnard, qui est le maire de Cannes, sur l'islamisme à bas bruit. Et Michel, la vraie problématique, c'est que c'est partout et qu'on a tout laissé. On a eu tellement mauvaise conscience qu'on a tout laissé faire. Et il dit exactement que l'islamisme à bas bruit, c'est aussi bien une fatwa contre un enseignant que ceux qui refusent la mixité dans les piscines, qui sont des islamistes, ceux qui, au nom de leur religion, refusent de serrer la main d'une femme ou de s'asseoir là où une femme était assise auparavant, ce sont des islamistes. Ceux qui refusent que leur femme soit auscultée par un médecin dans les hôpitaux hommes sont des islamistes. Ceux qui font pression pour que des femmes voilées puissent être accompagnatrices lors de sorties scolaires, ou que les menus religieux soient proposés dans les cantines et pas autorisés aux autres enfants d'ailleurs. Ceux qui prescrivent le port des burkinis, ceux qui refusent que les caricatures de Mademoiselle soient exposées, discutées, visibles, tout cela, je veux dire, c'est ça. Et si on se met, et on a peur de lutter contre ça, parce qu'on pense que c'est de l'islamophobie. Je pense qu'il faut rayer ce mot, parce que c'est insupportable, et qu'il faut reprendre dans la vie quotidienne. Il faut être intolérant, c'est zéro tolérance. C'est fini, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Or il y a toujours des bons esprits qui pensent que mais non, il faut respecter les désirs de chacun, etc. Non, la liberté, à partir du moment où elle devient une oppression, n'est pas une liberté. C'est surtout ce qu'expliquait hier Jamila Benhabib, c'est-à-dire tous ces petits signes les uns mis à côté des autres constituent ce qu'est le fondement même de l'islam politique. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, avec vos réactions 0826 300 300. Je vous rappelle que toute la semaine, Sud Radio vous fait gagner des montres à l'occasion du changement d'heure, une Ice Watch Ice Solar Power. Donc l'un de nos auditeurs gagnera cette montre parmi ceux qui nous appellent pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, une émission consacrée encore une fois à évidemment cette attaque, cet attentat immonde, cet attentat scandaleux, choquant qui a eu lieu vendredi dernier. Après l'émotion, les hommages, les discours de fermeté, on attend des actes. Il y en a eu un certain nombre d'annoncés, comme la dissolution d'un certain nombre d'associations musulmanes qui sont affiliées à la mouvance islamiste, le renvoi de 231
41 fichiers S, la fermeture d'une mosquée. On s'interrogera également sur la responsabilité des réseaux sociaux. Un mot pour ceux qui nous suivent sur Facebook et qui nous insultent parce qu'on porte des masques. C'est notre liberté de porter des masques. C'est pas parce qu'on porte un masque qu'on est macroniste. Et je voulais juste rendre... Non, mais c'est aussi débile que ça. Et je voulais rendre hommage à Michel Taube et à son épouse qui est décédée du Covid en 15 jours. Donc les abrutis qui nous insultent parce qu'on ne porte pas le masque, pardon de dire ça à des auditeurs, mais je suis très en colère. On peut attraper le Covid à 40 ans et on peut en mourir en 10 jours sans avoir aucune autre maladie. Donc si on a envie de se protéger, on se protège, on vous protège en portant des masques et je n'ai rien à faire de vos réflexions. Voilà, je suis très en colère. Céline Pina, vous nous avez rejoint. Je voulais que vous nous expliquiez pourquoi vous n'êtes pas allée à la manifestation de soutien de Samuel, en l'honneur de Samuel Paty dimanche. Alors, très bien. D'abord, rapprochez-vous de votre micro. D'abord, toutes mes condoléances à Michel, je l'ignorais. Mais pour revenir à votre question, en fait, j'ai pas vraiment beaucoup réfléchi. La première chose qui s'est passée, c'est un immense sentiment de ras-le-bol et de vacuité. C'est-à-dire, je me suis dit, mais je me rassemble avec qui, comment, pourquoi. C'était ce mot sur il faut montrer qu'on est unis. Et moi, tout ce que je voyais devant moi, c'était une désunion totale. Et c'était une hypocrisie à peu près aussi absolue, puisque quand je regarde qui sont les organisateurs qui appellent à cette manifestation, là, je vois en fait une liste d'associations très souvent qui ont très souvent pris des prises de position qui justement nous ont emmenés là où on est, qui ont soutenu des prises de position islamistes, qui ont soutenu tout un discours sur la persécution des musulmans, sur l'idée d'une France raciste, qui ont installé en fait la violence et le ressentiment dans lequel nous baignons aujourd'hui et qui a donné lieu à des passages à l'acte absolument horribles. Tous ces gens qui ne sont pas pour rien dans la situation que nous connaissons aujourd'hui étaient là tous en randonnion à appeler à la manifestation. Il y avait l'UNEF, Marianne Pouchtou, qui vient défendre la liberté de porter le voile et qui est manifestement cornaqué ou en tout cas infusé par une idéologie assez proche des frères musulmans. Qui d'ailleurs a été, je crois, rejeté, sifflé et hué. Il y a le CCIF qui a appelé, là on est au summum de l'hypocrisie, c'est-à-dire tous ces gens qui passent leur temps à expliquer que la France est islamophobe et que défendre la liberté d'expression c'est un moyen d'agresser les musulmans, vient aujourd'hui verser des larmes de crocodile sur des résultats dont elle n'est pas innocente. En fait, les gens qui sont dans la chaîne de causalité, peut-être pas les plus importants, mais qui y sont appelés à manifester. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas aller manifester pour quelque part l'union, pour tout ce que nous représentons, pour notre civilisation, avec des gens qui passent leur temps à lui tirer dans le dos. Alors cette hypocrisie m'a semblé insupportable. Même la position de Jean-Luc Mélenchon qui condamne les Tchétchènes. Jean-Luc Mélenchon, lui, je trouve que c'est le sommet de l'horreur. C'est-à-dire que le gars, pour pouvoir tenir un discours républicain qu'il ne mérite plus de tenir parce qu'il l'a piétiné, il a insulté la République, ce gars-là, pour se refaire une crédibilité politique, jette toute une population, jette l'opprobre sur toute une population, fait exactement ce qu'il reproche aux autres, c'est-à-dire des généralisations et de l'insensatialisation. Ça m'a choqué. C'est un discours... Je comprends parfaitement et en plus vous avez tout à fait raison sur cette analyse. D'un autre côté, je pense que cette levée de bouclier, c'est la seule chose qui peut montrer aux politiques, cette levée de bouclier, ces gens dans les rues, cette indignation, c'est la seule chose qui peut vraiment inciter les politiques à passer à l'acte. Parce que on a vu ce qu'il en était, on l'a dit tout à l'heure, on répète indéfiniment plus jamais ça, on fait quelques petits trucs. Et là, je suis d'accord, je suis d'accord. Et d'ailleurs, comme par hasard, ceux qui manifestent, c'est toujours contre quelque chose, etc. Ça n'a pas de sens, je suis assez d'accord. Mais
l'effet de masse qu'on a vu, la révolte des Français qui n'en peuvent plus, eh ben, ça se traduit aussi par ça. Les deux sont entendables, mais on peut aussi être choqué effectivement de voir des larmes de crocodile et des retournements de veste. Michel Taube, vous aussi, vous avez... Moi, c'est la même raison que Céline, mais je vais être plus précis dans le propos, si je peux me permettre. En fait, j'ai écrit un édito là-dessus dimanche matin, parce que effectivement, j'ai écrit un édito qui s'appelait « Pourquoi je n'irai pas manifester place de la République ?» pour une raison très simple. On est en guerre contre l'islamisme radical. Et là, on est vraiment en guerre. Ouais. Et moi, j'appelle les organisations et les personnalités politiques, nationales ou locales, syndicales, intellectuelles, qui ont laissé monter cette gangrène islamiste, je les appelle des collabos. C'est des collabos. Oui, en guerre, à une époque, on avait des collabos. Et moi, dans mon article, je les applique comme ça. Et d'ailleurs, j'ai même pas été critiqué là-dessus. Ouais. Ce sont des collabos. Et c'est vrai qu'il y a des organisations qui ont ouvert la voie à la montée de l'islam radical. Clairement, ils n'en sont pas que complices. Ils participent de cette gangrène qui est en train de nous tuer si on y prend garde. Oui. Et donc il faut employer des mots très forts et il faut ensuite évidemment des actes très très forts. Mais il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand même, quelle tragique ironie de l'histoire de voir que le chef de l'État prononce son discours au Mureau 15 jours avant cet attentat terroriste affreux. Oui, je veux dire, il y a un lien temporel. Ouais. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je note qu'Emmanuel Macron est maintenant la cible de tous ces islamistes. La vidéo dont je parlais tout à l'heure sur le site de la Grande Mosquée de Pantin, le prêche, je vous invite à voir le prêche de l'imam de la mosquée des Bleuets à Marseille, qui fait un prêche religieux un vendredi pour dénoncer le discours du chef de l'État au Mureau. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais de quel droit ? Alexis Poulain. Moi, je pense que il y avait ce moment du recueillement, etc. Et ça, c'est devenu un réflexe pavlovien d'une certaine façon. On a besoin de se rassurer, de dire qu'il y a encore un lien dans ce truc qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Donc, les gens le font. Mais sur le collaborationnisme, mais c'est toute la classe politique française qui est collabo. Gérald Darmanin, maire de Tourcoing, il faisait des conférences du CCIF sur l'islamophobie. Valérie Pécresse, elle n'est pas en reste non plus. Enfin, gauche et droite sont responsables. Tous les gens qui ont été au pouvoir sont responsables. Oui, mais c'est monté en puissance. J'essaie un tout petit peu. Laissez-le terminer. Mais ce que je veux dire, c'est que, et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'à la fois dans le territoire, on a été d'une complaisance, mais inouïe. Voire on a travaillé. Ça s'appelle la bienveillance. Mais un langage politiquement correct. Ça s'appelle aussi du clientélisme beaucoup dans les quartiers pour garder son siège, pour être sûr qu'il n'y aurait pas de vague. Le pas de vague, il était là. Et donc les associations ont fait ce qu'elles voulaient, etc. Et puis à un niveau étatique, au-delà, on est d'une complaisance encore plus crasse avec les pétromonarchies, avec des gens qui financent le terrorisme. En même temps, Alexis, si vous voulez être élu maire de Saint-Ouen, maire de Pantin, maire des quartiers nord de Marseille, maire de très nombreux territoires de la République, si vous voyez où je veux en venir, vous ne pouvez plus aujourd'hui ne pas tenir compte de cette donnée démographique qui s'impose. Le nombre fait la qualité. Est-ce qu'on reprend le titre de Houellebecq, Soumission ? Non, en fait, il y a... Bien sûr qu'on y est dans la soumission. Et que ce qui se passe actuellement, c'est peut-être sur la mort tragique d'un enseignant, il y a peut-être une réaction. Et ce que je veux redire, c'est que les mesures qui sont prises, moi je crois dans la sincérité de Gérald Darmanin. Je veux le croire sincère. Je veux le croire sincère. Mais ce que je dis, c'est que il va falloir aller au bout de la logique. Il va falloir y aller très vite, très vite, très fort. Et on ne pourra pas éviter. On ne pourra pas éviter. Une auditrice nous dit, Nathalie nous dit, non, je suis pas d'accord. Darmanin, c'était 1 an après la formation du CCIF. Qui pouvait se douter de ce qu'allait devenir le CCIF? Quand on voit le profil des fondateurs. Ce qui est compliqué, c'est que tout le monde aurait dû ou aurait pu s'en douter, parce que contrairement à ce qu'on croit, les frères musulmans, et le CCIF c'est plutôt des proches des frères musulmans, n'avancent pas cachés. Autrement dit, leurs stratégies sont disponibles. On n'a pas voulu les entendre. Vous savez pourquoi ? Parce que ça nous parlait d'un monde tribal que l'on croyait mort. Nous, on se voyait tranquille dans notre forteresse Europe. Les autres n'avaient qu'à grandir en maturité, en adolescence.
adoptant la démocratie et le capitalisme. Puis nous, on attendait qu'ils nous rejoignent. Et en fait, ce dont nous parlent les frères musulmans, c'est du retour d'une forme d'impérialisme, d'un esprit de conquête aussi religieux que territorial. Et ça, en face de ça, nous, on était désarmés. On n'avait même plus les grilles de lecture pour comprendre ça. Donc, il y a un mélange d'aveuglement volontaire. On s'est cousu les paupières, mais aussi le fait que ces gens nous ramenaient dans un monde qui nous semblait révolu, qui nous semblait moyenâgeux, qu'on pensait avoir dépassé. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est leur Moyen-Âge qui est en train de rattraper, de dévorer notre civilisation. Est-ce que vous pouvez la laisser terminer, Sophie? On ne coupe pas la parole. Pardon, excusez-moi. Non, elle n'avait pas terminé. Mais vous avez raison. Pardon, mais c'est vrai que n'interrompez pas, Sophie. Nos auditeurs se plaignent. Nos auditeurs se plaignent que vous coupez la parole. Voilà. Mais ils ont raison, d'ailleurs. Ils ont raison. Voilà. Et vous remettez votre masque, sinon c'est 135 € d'amende. Là, je respire un tout petit peu parce que je suffoque. Voilà. Je voulais dire qu'il fallait aussi arrêter. Nous savons que les politiques ont été complaisants. On est tous d'accord. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans le passé. Il faut qu'on arrête d'expliquer qu'ils ont été épouvantables. Non, parce que maintenant, moi je voudrais qu'on réagisse à partir d'aujourd'hui. Si on leur fait pas confiance, si on ne fait pas confiance à Darmanin, si on pense que le président de la République ment, etc., on est complètement foutu. De toute façon, il faut coupez pas la parole parce que vous allez être Céline, ça va faire très mal. Ce que je veux dire, c'est que il y a un moment où là, il y a un réveil, il y a une fenêtre de tir, on vient de le dire, qui est très brève. Il faut exiger concrètement tout le monde et exiger que ça change tout de suite. Parce qu'on est indéfiniment, on peut les montrer tous du doigt, cette complaisance. Ouais, mais comment on agit quand le président de la République dit ils ne passeront pas? Tout le monde est déjà là. Pour dire ils sont déjà là. Oui, Michel Taube. Manuel Valls s'exprime dans les médias depuis quelques jours. Et il y a une chose sur laquelle il ment. Et je tiens à le dire, c'est très important. Lorsqu'il était Premier ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet a déposé une proposition de loi d'interdiction du salafisme. Elle a présenté sa proposition de loi et le ministre de la Justice, au nom du gouvernement, a retoqué sa proposition. Il n'a même pas accepté qu'il y ait un débat parlementaire dans l'hémicycle. Donc Manuel Valls, qui est un des champions de la lutte contre l'islam radical, n'a pas accepté d'aller dans le sens de l'interdiction du salafisme. Pourquoi? Mais il y a une raison à ça. Il y a une raison. C'est que le droit tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas fondamentalement, il faut se le dire, ne permet pas fondamentalement de prendre la plupart des mesures qu'on aimerait qu'ils soient prises pour se protéger contre l'islam radical. Mais en fait... Et je pense que la seule solution, elle est vraiment très importante, juridiquement et politiquement. C'est effectivement une révision de la Constitution qui inscrirait dans le marbre de la Constitution un titre laïcité qui donne les moyens d'imposer aux salafistes. Parce que, encore une fois, ils ont compris, comme me le disait, et je tiens c'est pas la laïcité le problème. En fait, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est la civilisation. C'est la solution, la laïcité. Oui, mais l'attaque, elle est civilisationnelle. Elle est bien plus large. C'est trop vague. En fait, au contraire, les gens ne te diront jamais qu'ils ont sentiment que la laïcité est attaquée. Ils vont peut-être le dire en deuxième intention. Ils vont dire nous sommes attaqués pour ce que nous sommes. C'est très simple leur représentation, mais ça dit énormément. Et le souci qu'on a aujourd'hui, oui, moi je te rejoins pour dire qu'effectivement on a un souci juridique. Mais le droit, c'est pas une idole, on ne se prosterne pas devant. C'est pour l'utilité des hommes, donc on peut le changer. Mais pour revenir à Sophie, là où Sophie a raison, c'est que pour le changer, il va bien falloir le faire avec ceux qui sont là. Donc on n'a pas le choix, qu'on les aime ou pas, qu'on leur fasse confiance ou pas. Il y a une situation aujourd'hui qui est ici, il faut l'exploiter. C'est la question. Pour moi, il y a une possibilité et c'est à ça qu'on les jugera. D'abord, déjà, l'idée d'aller dissoudre le CCIF, c'était inentendable il y a simplement une semaine. Oui. Donc, il y a quand même eu des progrès de fait. Mais derrière, regardez ce qu'on a su faire pour la guerre sanitaire. On a parlé de guerre, on en a tiré des conclusions, on a même réduit certaines libertés publiques. Donc, je ne suis pas forcément pour changer la Constitution, je suis pour accepter l'idée qu'il y ait une guerre qui soit menée à l'intérieur de nos frontières,
qu'on ait un statut d'urgence temporaire avec des lois qui tombent une fois que l'état d'urgence tombe. Et si cet état d'urgence doit durer 3 ans, 4 ans, on le fait. Enfin, là, c'est et derrière, on casse. C'est une génération qui va durer l'état d'urgence. Et derrière, on casse tous les intermédiaires. Toutes les lois d'exception se prolongent et rentrent dans le droit commun. Eh bien non. Par exemple, en temps de guerre, je suis désolée, mais en temps de guerre, vous prenez certaines lois qui vont être faites en temps de guerre, elles retombent en temps de paix. Il faut faire ce qu'a proposé Xavier Bertrand et d'autres, mais notamment lui. Moi, je maintiens, c'est une révision de la Constitution. C'est peut-être même un référendum pour clairement... Expulsion, dissolution... Expulsion, non mais prenons expulsion. On change le droit d'asile. On en parlait hier avec Patrick Mignon, qui a été commandant de bord et qui me disait expulsion, les commandants de bord ont le droit de refuser les expulsions. Donc les 231, ils sont pas repartis encore. On nous dit on va les expulser. Ils sont pas repartis parce que par exemple, les pays n'en veulent pas. Les pays n'en veulent pas. Aujourd'hui, il faut un test PCR. Ils refusent qu'on leur pratique le test PCR. Ils sont apatrides pour beaucoup. Donc voilà, ils sont apatrides pour beaucoup. Donc ils sont pas repartis, ces 231. C'est ça le truc, c'est fermer des mais dans ce cas-là, en attendant, il faut les mettre en prison. Non, mais en attendant, il faut les mettre en prison. Je suis désolé. Il faut prendre. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de place. Mais si, vous rigolez, il y a des places depuis le Covid. On a libéré des milliers de places pour raisons sanitaires. Non, moi, malheureusement, je dis qu'il faut effectivement, il faut changer le droit, mais il faut surtout le consolider dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, cette nuit, j'ai relu la Constitution de la 5e République. Je pense qu'il faut un titre. On est vraiment sur un des fondamentaux de notre société qui touche aux valeurs fondamentales. Et si on ne se dote pas d'outils qui s'inscrivent dans la durée, et ça va au-delà, à mon avis, d'une loi sur l'état d'urgence, on n'y arrivera pas, parce qu'en plus, c'est un combat qui est de l'ordre d'une génération au minimum. Il faut bien commencer. Alors, on a une auditrice, Véronique, qui nous dit que la mosquée de Pantin serait toujours ouverte ce matin. Moi, j'ai entendu. Il faut 48 heures. Il faut 48 heures, en fait. Il y a des délais, parce que normalement, quand vous décidez une fermeture, y compris administrative, il faut que la personne que vous fermez puisse vous attaquer en référé. Donc, ça laisse un champ de tir de 48 heures. C'était plus rapide. On a Paul en ligne avec nous, un auditeur qui voulait réagir. Bonjour, Paul. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être synthétique. Je respecte la position de chacun. La mienne est que je suis effectivement par rapport à cet acte choqué, comme d'habitude, hélas. Par contre, et que je condamne pour ma part. Par contre, quant à l'éducation, et je me tiens aux expériences que j'ai vécues. Je suis aide-soignant, mais élève infirmier de formation. Quand on nous apprend une information, on nous a appris à déterminer la source sûre. C'est pas Internet, c'est pas les réseaux sociaux. Hélas, sur les maladies, si vous cherchez un jour que vous êtes malade de quelque chose, il faut aller voir directement les professionnels, parce que quand on fait des recherches, on s'aperçoit que même dans nos études, il y a malheureusement des coques ou des coquilles. Et moi, ce que je trouve, c'est que, alors c'est très dur sûrement à mettre en place pour l'éducation nationale, mais je parle à tous les niveaux d'éducation nationale, il faudrait que les enfants, alors on va dire c'est le rôle des parents, mais je suis pas d'accord, ma grand-mère l'a fait, elle était directrice d'école primaire, il faudrait que les enfants, qu'ils soient enfants primaires, collège, lycée, peu importe, aient quand même des cours premièrement de communication, pour savoir comment on communique, la liberté de communiquer, et qu'ils aient aussi des cours, je suis désolé de le dire, mais d'histoire religieuse, même au niveau laïque. Pourquoi ? Parce que quand on ne se connaît pas, on a des a priori les uns envers les autres, et quelque part, c'est aussi, si vous voulez, une personne qui naît en France d'origine musulmane, d'origine juive, peu importe, elle se posera toujours les mêmes questions, elle va se dire qu'est-ce que c'est. Elle va avoir comme interlocuteur peut-être quelqu'un qui est bien informé. Mais si elle n'a pas quelqu'un de bien informé, elle va se tourner vers la première personne qu'elle rencontre. Or, le problème, il est que, moi, si vous me demandez aujourd'hui les piliers d'une histoire musulmane, les piliers je ne les connais pas. Par contre, s'il y a une chose que je comprends, c'est que on n'a jamais autant progressé en matière de communication quand on échange les uns avec les autres sur des piliers solides. Et là, moi, ce que j'entends, c'est des positions qui, certes, se défendent radicales, immédiates. J'entends le mot guerre, j'entends le mot... Mais est-ce qu'on n'est pas en train de jeter aussi de l'huile sur le feu et d'alimenter la haine des gens qui sont déjà dans leur parcours? C'est intéressant parce que, en fait, c'est intéressant parce que c'est exactement le discours
excusez-moi monsieur, hein, mais un peu cucul à praline, que l'on a le droit de tenir quand on est citoyen, qu'on n'a pas le droit de tenir quand on est responsable politique, parce que pour le coup, on sait sur quelle matière on travaille. Donc, je trouve, voilà, c'est joli quand c'est de la part d'un citoyen. Mais ça a été, c'est fait, non? C'est au programme, l'histoire des religions. Alors, c'est assez complexe parce que tout le monde a la trouille de s'emparer de ces questions-là. Oui. Là où monsieur a raison, c'est qu'il y a vraiment, les gens ne connaissent pas la religion, mais la première religion qu'il faudrait apprendre. Est-ce qu'on a à apprendre la religion? Est-ce qu'on a à apprendre la religion? Pour moi, à l'école, est-ce qu'on a à connaître les piliers de l'islam? Ce qu'on doit transmettre à l'école comme valeur de citoyenneté, ce sont nos lois et nos règles. Donc on fasse une semaine d'intégration où on parle laïcité, liberté d'expression, liberté de conscience, tout ce que vous voulez, ça serait probablement très bien. En revanche, ensuite, ce qu'il faut traiter, c'est l'usage social des religions. Autrement dit, à quoi sert la religion dans le pouvoir, à quoi elle a servi pour mater les personnes, etc. Donc faire une sociologie un petit peu plus grande pour bien montrer que tout cela sont des constructions de l'esprit humain. Mais on l'a évoqué hier, la famille aujourd'hui est encore plus forte que l'école, et les réseaux sociaux, la société, tout ce qui est extérieur est encore plus fort. La famille est plus forte que l'école parce qu'on la laisse rentrer. Par exemple, quand on prend l'histoire de l'Instit, si quand les fous furieux étaient venus se plaindre, la principale les avait renvoyés en leur disant vous sortez, ici on est un lieu de savoir. En gros, quand on vient dans une école, on n'est pas chez McDo, on vient pas comme on veut, et on choisit pas son menu, et on choisit pas ce qu'on décide d'apprendre ou pas. Tant qu'on n'aura pas rétabli l'autorité, et ça commence par mettre un coup de pied au cul aux gens qui viennent comme ça s'arroger des droits de regard sur une institution publique. Alors, c'est formidable, c'est ce que les Américains appellent le wishful thinking, c'est-à-dire que on pense comme on souhaite que ce soit. Il faut voir la réalité. Les profs ont la trouille. Dans ce type de banlieue, ils n'osent même pas faire une sortie scolaire. Il y a les enfants qui descendent du car qui disent moi je veux pas aller visiter l'église parce qu'il y a une église cassée du 17e ou je sais pas quoi, ou du 16e. Oui, vous avez un prof qui négocie aussi, qui est même pas foutu de s'imposer. Les profs, non mais pas foutu de s'imposer. Quand vous avez une classe, non, là c'est des gamins. Je finis jusqu'au bout. C'est des gosses là. Quand on a les profs, c'est la réalité. Ils n'osent plus certaines sorties scolaires, c'est barré. Certaines, non mais c'est dramatique. Il y a aussi une idéologie. Ils ont pas des écoles mixtes. Il y a des quartiers. Vous avez un petit Français, comme, je ne sais plus comment on appelle ça, parce qu'on se fait flinguer, de souche, pas de souche, blanc, j'en sais rien. Un Français, il est isolé dans une classe d'enfants musulmans qui viennent mais il faudrait parler de l'idéologie des profs, parce qu'il y a une idéologie derrière. Il ne faut pas tout mélanger. Non, il y a aussi une idéologie derrière de certains professeurs qui ne sont pas non plus pour rien sur la situation de l'école, qui ont souvent accusé les profs qui voulaient remettre de l'autorité d'être des gros fachos. Faut peut-être aller lire des trucs, par exemple, sur le café pédagogique, dans lequel vous avez des profs eux-mêmes qui nourrissent l'idée d'une persécution des musulmans. Donc il y a des trucs un peu bizarres. Alexis n'a pas pu parler, mais Alexis, vous allez réfléchir à ce que vous allez dire. Dans un instant, on marque une toute petite pause et on revient avec vous. Avec vous sur Sud Radio pour commenter cette actualité tragique et ces questions autour des réponses à apporter à cet islam politique. Parmi les réponses, il y a évidemment la fermeture de mosquées, l'expulsion de fichiers S et puis la dissolution d'associations, dont le CCIF et l'association Baraka City, dont je rappelle que le dirigeant a harcelé Zineb El Razoui et Zora Habitant pendant plusieurs semaines. Pire, il a dévoilé leur adresse. Il a volé du courrier, il a donné des indications sur des choses comme ça. Il ne sait rien passé. Si, il y a eu quand même une descente. Oui, mais enfin, les réseaux sociaux, pour le coup, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle du CCIF et de son rôle un petit peu trouble. Céline, vous connaissez bien là aussi. En fait, le CCIF fait pareil que Baraka City, c'est-à-dire qu'il nourrit régulièrement des campagnes contre certaines personnalités. J'en ai fait les frais, c'est fort désagréable. C'est très violent. C'est un outil juridique pour. Officiellement, et ce sont eux qui ont mis en place cette idée d'islamophobie. Voilà, officiellement,
globalement, en fait, le problème, c'est que quand vous prenez les chiffres, il n'y a pas beaucoup d'actes islamophobes. Donc, vous avez du mal à les faire mousser. Déjà, donc, du coup, c'est des actes anti-musulmans. Oui, des actes anti-musulmans. Excuse-moi, tu as tout à fait raison. Non, des actes anti-musulmans, il y en a très peu. Je crois que c'était les actes les plus violents, c'est envers la religion chrétienne. C'est comme ça. Et donc, il faut créer, en fait, le CCIF est là pour installer l'idée qu'il y a une persécution des musulmans à l'intérieur de notre pays. Et donc, pour ça, il faut donner à voir des exemples où les musulmans sont opprimés, blessés, etc. À la fin, en général, ce sont des choses ridicules. Et quand on creuse, ils sont souvent à l'origine de ces incidents. Par exemple, la dame qui était venue voilée en noir des pieds à la tête dans un conseil régional était une militante. Elle n'était pas là par hasard. Et là-dessus, ils font mousser en disant, regardez, ils se victimisent et regardez la preuve que la France ne vous aime pas, la preuve que nous sommes persécutés. Et derrière cette persécution, on cultive la violence et la haine parce que si on est persécuté, c'est forcément par des racistes, c'est forcément que la France est raciste. Et on installe une histoire dans laquelle on ne peut que finir dans un affrontement violent avec des gens qui ne portent pas la même idée civilisationnelle que nous. Voilà où on en est. Donc toutes ces officines sont des faux-nez, quel que soit officiellement leur but. Le but derrière, c'est de radicaliser et c'est de créer une mousse qui fait qu'aujourd'hui, quand on tue des gens, la première des réactions, c'est de dire attention, pas d'amalgame, il faut protéger les musulmans. Et ça, c'est compliqué. Alexis Poulain. Sur la réponse à avoir face à l'islamisme aujourd'hui, il n'y en a qu'une en fait, c'est un bloc. C'est-à-dire, on doit faire bloc. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit de la politique politicienne, où ça se divise, où ça montre du doigt, où ça dit que celui-là a été plus que celui-là, etc. Et puis, on a les profs qui sont lâchés face à eux-mêmes, sans soutien de la hiérarchie. Et c'est bien tout le problème. Et c'est le cas aussi dans ces territoires oubliés de la République. Ça fait des années qu'on en parle. Combien de 2002, rapports le rapport Robin, 2007. Mis sous la table, le rapport sénatorial. Il y en a un de cette année, de rapport du Sénat. Mis sur la table aussi. Mais on oublie, les rapports, il y en a, mais je sais pas combien de milliers de pages qui expliquent le problème. Est-ce que cet attentat-là peut réellement faire changer les choses ? Ça va peut-être être le moment de bascule, parce que je crois qu'on est entré dans quelque chose d'autre. Effectivement, qu'on se rend compte que le discours et les actes ne peuvent pas continuer d'être décorrélés de cette façon-là. Donc on peut attendre des actes. Mais encore une fois, c'est très court. Le moment où on va pouvoir se rendre compte de la façon dont on peut défendre nos valeurs républicaines, notre mode de vie, parce que c'est ça qui est en question. Le discours sur la persécution des musulmans et la fachosphère a déjà repris. Hein. Oui, il va reprendre très vite. Et il reprend violemment parce que les gens comprennent qu'ils perdent du terrain. Non, le problème, c'est ça. Non, mais ça n'a plus aucun sens. Notamment les dirigeants de la grande mosquée de Pantin. Ils sont déjà dans la persécution. Très remontés. Le CCIF aussi. Mais c'est leur faire un cadeau que de fermer. Ils sont victimes, donc c'est leur faire un cadeau. Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire aider par les musulmans ? Parce que moi, je sais qu'il y a des voix fortes qui ont réagi, mais pas énormément quand même. Quelques imams quand même qui ont dit des choses. C'est vrai. Mais Hassan Chalgoumi, il a été émouvant. Moi, il m'a fait monter les larmes aux yeux. Le gars du CFCM a été assez clair. Le président du CFCM, puisque tu en parles, Moussaoui, Monsieur Moussaoui, il est imparable. Il a dit, par exemple, le port du voile n'est pas une prescription de l'islam. Ça n'est pas une prescription de l'islam. Il a dit à tous les musulmans, évidemment, de condamner ce qui s'est passé vendredi dernier. Mais le problème de notre ami Moussaoui, c'est que il est prof de maths dans une université et qui consacre 2 heures ou 4 heures ou 8 heures par semaine à la direction du Conseil français du culte musulman. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens, ni le temps, ni les moyens de ses ambitions, d'autant plus qu'il est cornaqué et entouré d'autres dirigeants de la même institution qui, eux, sont des islamistes, notamment Zekri, le directeur, qui avait dit que au moment de Mila. Qui avait dit c'est bien fait pour elle ce qui lui arrive, etc. Donc le problème, c'est qu'effectivement, il faut, et ça, c'est la grande faiblesse du discours de Macron il y a 15 jours, qui conceptuellement était quand même intéressant, mais c'est de dire, il a décidé de refuser de remettre à plat la gouvernance de l'islam en France. Il a dit je refuse et je confie au CFCM, c'est-à-dire une institution qui n'est même plus représentative des musulmans de France et qui n'a même pas les moyens de ses ambitions,
Mais il faut rentrer là-dedans. Il faut rentrer. Justement, c'est étonnant, Sophie. Tu parles tout le temps de concret. Tu dis, moi, je suis une chef d'entreprise, je veux du concret. On te parle de concret. On te dit que quand tu as une offre et que les seules personnes capables de te donner le produit, ce sont les frères musulmans, et ben c'est les frères musulmans qui emportent le morceau. Aujourd'hui, tous ceux qui forment des imams et qui tiennent la majeure partie des mosquées sont plutôt des frères musulmans. Donc si tu structures l'islam, c'est eux qui attrapent le morceau. Mais en revanche, on a un vrai, souci. Et là, moi, je voudrais vraiment attirer votre attention sur quelque chose de très grave. C'est que quand même, ce président nous a expliqué qu'il allait lutter contre le séparatisme en donnant aux islamistes les moyens de l'installer grâce à la taxe halal. Parce que le halal, c'est pas que de la viande. Le halal, c'est un modèle de société pur, distinct du modèle de société occidentale. Il y a du voyage halal, du mariage halal, tout devient halal. Et non, ils sont pas prosélytes. C'est vraiment une grande différence. Et notamment, donc le but du jeu, c'est de créer une société distincte grâce à cette taxe halal. Une fois que la taxe halal sera là, quand vous serez musulman, si vous ne vous conformez pas à la société halal, vous ne financez donc pas votre religion, donc vous n'êtes pas un bon musulman. Ce qui veut dire que pour lutter contre le séparatisme, on installe les moyens du séparatisme. C'est quand même délirant. Donc on en est là. Ma question était, est-ce que finalement ce qui est en train aujourd'hui de se passer n'est pas ce que veulent les islamistes, c'est-à-dire diviser la société, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent de ça quand on... Mais si on fait rien, ils continuent à progresser. Je vous signale que jusqu'à présent, on s'est écrasé et maintenant, ils sont les plus forts. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'on stigmatise, alors que le débat, il est effectivement pas là, il est plus là, et que les gens font la différence entre l'islam politique et les musulmans qui pratiquent même dans la plus grande ferveur leur foi. Il n'y a évidemment pas de doute là-dessus. Mais est-ce que justement, eux ne vont pas prospérer sur ce terrain-là ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que les islamistes de tout poil et leurs complices, ceux que j'appelais les collabos, ils ont trouvé les failles de la République. Les failles, et notamment les failles de notre droit, qui est un droit de liberté, qui est un droit d'état de droit, et qu'ils exploitent. Cette phrase, ils ont trouvé les failles de la République, et d'ailleurs, n'est pas de moi, mais de Sabrina Oujda, je lui rends la paternité de cette phrase, elle est très importante. Et ces failles, il faut qu'on en prenne conscience. C'est-à-dire que quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme toutes les libertés fondamentales, chacune de ces libertés est encadrée par la loi. Surtout la déclaration de 1789. Donc moi, la liberté d'exercer un culte, elle doit être encadrée, elle doit être régulée. Alors moi, je suis alsacien, j'étais partisan d'un concordat, c'est-à-dire d'un accord et une reprise en main par l'État français de l'islam en France, comme c'est le cas d'ailleurs, je note au passage, dans tous les pays arabo-musulmans, où c'est toujours l'État qui cornaque, qui forme et qui gère plus ou moins ces imams. Allez, on a aussi un rôle religieux. Mais je le répète, pour frapper fort et pour rendre possible ces mesures très fortes comme la fermeture de la mosquée de Pantin, la dissolution du CCIF qui vont donner lieu à des batailles juridiques qu'on va perdre au final, la seule solution, c'est de changer la Constitution. Et pour changer la Constitution, il y a deux solutions. Ou bien il y a le Congrès de la République, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ou bien on fait appel au peuple et on fait un référendum. Mais l'état d'urgence n'a rien changé face aux attentats. Attends, l'état d'urgence sanitaire à ne pas confondre. Non, mais l'état d'urgence après les attentats en 85, ça n'a pas... Non, en fait, si on n'y croit pas, en fait, j'allais dire, le problème, c'est qu'il faut être déterminé. Une chose, parce que là, on parle du cadre, comment faire changer la Constitution, etc. Mais si c'est pas un combat qui se fait au niveau international, parce qu'on a affaire à quelque chose de global, c'est une idéologie qui vient pas de nos frontières. Les frères musulmans, c'est pas né ici et ils ont des velléités expansionnistes. Donc la France, c'est un territoire de conquête comme un autre. Si on n'attaque pas et globalement, et y compris les pays musulmans, ensemble avec une réponse coordonnée internationale, et je l'ai jamais vu venir, ce mal-là qu'est l'islamisme, on n'y arrivera pas. On va mettre des petites digues qui vont vite être sans doute renversées par les prochaines vagues. Et je ne vois pas aucunement aujourd'hui dans le monde une envie, un sursaut pour dire il faudrait peut-être faire quelque chose. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe au niveau international? On a un auditeur avec nous, Yves, qui est en ligne. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Justement, je suis plutôt en accord dans cette vision de ce qui était commencé à être éludé, c'est qu'en fait la situation est grave au niveau de la République.
Je pense que la notion de citoyenneté, on le voit dans l'expression du vote, on le voit dans la laïcité. Je pense que ces notions-là sont complètement abstraites, dévoyées. Moi, personnellement, j'ai plus de 50 ans, donc je me souviens que les premiers ou les deuxièmes générations d'émigrés qui venaient des pays arabes acceptaient le mode de vie occidental. C'est-à-dire, tout simplement, ils s'invitaient un peu à la fête occidentale, ils s'invitaient à la République, ils voulaient être des citoyens accomplis de cette République-là. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes filles qui se voilent pour faire en référence à une culture qu'elles ne connaissent qu'au travers de ce qu'on leur dit de cette culture, au passage, ou des jeunes hommes qui sont dans des situations mais vraiment incroyables. Je me dis, on est en train de faire sécession. La République est en train de se fissurer de toutes parts. On n'a pas pris en compte toute cette évolution ethnique, cette évolution sociétale, tous ces petites tribus qui sont constituées sur le dos de la République et aujourd'hui qu'on voit filer. Ouais. Alors pour moi, si on doit avoir une réponse internationale vis-à-vis de l'islamisme, soit, mais c'est d'abord dans notre République qu'il convient de redonner des lettres de noblesse où chaque citoyen, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, puisse s'y retrouver. Ouais. Que ce soit plus quelque chose qui appartient à une espèce d'histoire ancienne, mais que ce soit l'histoire du présent que chacun peut construire. Et je pense que à ce titre, la 5e, elle a assez duré. On a aussi des problèmes de représentation nationale, on va pas le cacher. Il faut passer maintenant, je pense, dardard à la 6e. Et c'est l'opportunité qu'on pourrait avoir, justement, d'utiliser des plumes diverses pour pouvoir l'écrire ensemble. Oui, mais ça, c'est effectivement une chose qui est intéressante. Maintenant, on est dans une urgence qui fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment réagir très rapidement. On réécrit les choses à l'issue des crises, pas au milieu de la crise. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est au milieu de la crise. Donc aujourd'hui, il y a des actes très très forts à poser, extrêmement concrets, et je pense qu'ils sont, notamment en s'en prenant à ces associations et en se donnant les moyens de les dissoudre, parce que là, vous arrêtez quelque part une force en marche sur votre territoire, des gens constitués, des réseaux déjà faits. Oui. Et c'est comme ça qu'on commence le démantèlement. Et j'aimerais ajouter, d'ailleurs, peut-être que l'idée de la Constitution, qui est à mon avis la bonne solution politico-juridique, mais qui ne va pas mobiliser les volontaires, peut-être que la solution, c'est d'en appeler tout simplement au peuple français. Parce que comme les troupes... Vous voulez qu'il fasse le peuple français? Mais par référendum. Parce que comme les troupes... Référendum sur quoi? C'est comme les... Parce que les rangs de ces complices de l'islam radical sont tellement nombreux, sont tellement importants, qu'on va avoir du mal à faire passer. Regardez par exemple, qu'est-ce qui va se passer sur plein de décisions de l'exécutif. En fait, quand vous taperez les complices, les idiots utiles vont retourner à la maison. Vous allez voir à quel point ça va se débander au niveau des intellectuels et des journalistes. Il y a un problème de choix de société. On est face à un choix de société. Oui, mais ça, ce sont des mots. J'ai envie de vous dire, ce sont des mots, ce sont toujours les mêmes mots, c'est toujours la même chose. C'est la République debout, tous ensemble, etc. Concrètement, on fait quoi? Est-ce que les médias n'ont pas aussi un basculement à prendre? Parce que, on va y revenir, Sophie. Déjà, je voulais offrir à Yves une montre. Je sais que c'est pas facile dans ces conditions, mais toute la semaine, Sud Radio vous offre des montres à l'occasion du changement d'heure. Et oui, je sais jamais en avance. Ce que vous répondrez à l'islamiste, c'est vous avez la montre, nous avons le temps. Voilà. Une Ice Watch pour vous, Yves. Merci de nous avoir appelés. C'est l'Ice Solar Power. C'est une montre qui fonctionne à l'énergie solaire. Et si je coupe plus la parole, je pourrais avoir une montre? Non, pas du tout. Alors, faut appeler Sud Radio toute la semaine. Dans toutes les émissions, vous pouvez gagner des montres. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler peut-être de la responsabilité des médias. Puis je voulais qu'on parle quand même aussi de Monsieur Cadenne, de Monsieur Bianco et de l'Observatoire de la lutte contre l'islamophobie. Voilà, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Juste un mot, un auditeur qui nous dit qu'on devrait avoir honte, qu'on est en train d'alimenter la haine par la haine, qu'on
stigmatise les musulmans. Évidemment, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que dans nos propos, vous ayez pu repérer cela. On parle de l'islam politique, on parle de cette mouvance. Peut-être dire un mot sur ce qu'est l'islam politique. Et comment, parce que Sophie évoquait les médias, machin. Moi, je veux bien qu'on dise les profs, les lâchetés, les trucs, les machins. Mais derrière, il y a un bulldozer. C'est ce que pour qu'il y ait disait... un bulldozer, il faut que le discours soit en accord aussi avec le bulldozer. Parce que là, on avait un auditeur qui disait qu'on a alimenté l'islamophobie avec nos discours depuis 3 jours et qu'après on allait rendre les musulmans coupables de tout ça. Ce discours est faux, ce n'est pas vrai, et la victimisation, il faut lutter contre, parce que tout d'un coup on a peur, on se dit c'est vrai les pauvres, parce que tout le monde a des musulmans dans son entreprise, partout, et qui sont tout à fait normaux entre guillemets, ou en tout cas adaptés et comment dire, intégrés et assimilés. Et assimilés. On peut le dire. Mais donc assimilés aux valeurs reculer. de laïcité. Là, on était là, déjà, on va reculer. Donc il ne faut pas reculer devant ça. Et cette mode de la victimisation que les médias adorent quand même, disons-le, c'est devenu une mode, parce que en fait c'est pas une mode, c'est un construit politique. Non, c'est un construit politique. C'est-à-dire que en fait, vous inscrire dans un contexte de persécution permet de donner libre cours à votre haine et à votre violence parce qu'elle est justifiée. Vous n'êtes pas un sauvage, un barbare ou un animal. Vous rétablissez la justice au nom du respect du groupe que vous représentez. Donc on est dans ces logiques-là. Ces logiques-là tuent aujourd'hui. Et le problème, c'est aujourd'hui, les islamistes tuent et il faut qu'on pleure au lieu de pleurer nos morts, il faut qu'on pleure sur les musulmans. Les premiers à confondre islamistes et musulmans, ce sont les islamistes. Pourquoi ? Parce que quand ils s'auto-qualifient de musulmans, ça les protège, c'est leur martingale. Donc eux sont prêts à exposer tous les musulmans juste pour sauver leur peau à eux. En plus, ces gens-là, non seulement sont des monstres quelque part, mais en plus, ils sont contre-productifs pour leur propre, pour leur propre confession. Ils abîment les gens de leur confession. Et aujourd'hui, quand on voit Hassan Chalgoumi, il a été magistral. Ce qu'il a dit était très beau. Il y a des gens qui commencent à se réveiller, et ce qu'a dit Hassan Chalgoumi, c'est: musulmans, réveillez-vous, soyez avec moi. On l'avait pas encore entendu un mot comme ça. Donc ça, je trouve ça très beau. Je suis beaucoup plus réticente sur la tribune menée notamment par l'imam de Bordeaux, parce que des gens qui ont été frères musulmans et qui n'en ont jamais dénoncé l'idéologie, je me méfie toujours. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais il faut avoir l'honnêteté quand même de reconnaître que notre ami Hassan Chalgoumi est archi minoritaire dans la communauté musulmane. Il est même vilipendé tous les jours par de nombreux musulmans qui l'attaquent, qui le critiquent, dont ils disent que c'est un ami d'Israël, etc. C'est ça, c'est horrible ce qu'il subit. C'est horrible ce qu'il subit. Donc ce que je veux dire, c'est que moi je pense plutôt qu'il faut miser sur des Mohamed Moussaoui, président du CFCM, sur des femmes et des hommes intellectuels. Moussaoui n'a jamais prononcé le mot de terrorisme en ce qui concerne l'attaque de vendredi. Donc il y a toujours cette espèce d'ambiguïté qui est là. Oui, enfin, il faut arrêter aussi de se focaliser sur les mots. Il n'a pas dit le mot, il a dit agression. Les mots, Sophie. Les mots ont un sens quand même. J'ai suivi de près ce qu'il a dit. Je pense qu'il a été correct. Après, c'est vrai que je dois dire, je reconnais volontiers que l'ensemble de la communauté, les leaders de la communauté musulmane n'ont pas été en première ligne depuis vendredi soir pour condamner ce qui s'est passé. Non, mais c'est ce qu'a dit Chalgoumi. Il a dit Moussaoui n'a pas voulu prononcer le mot d'islamisme. Donc voilà, vous pouvez, là aussi, on peut poser des questions. Non, mais à un moment quand même, quand est-ce qu'on va taper la racine du mal ? Comment on fait pour avoir une bouillie pareille pour décapiter un prof pour des dessins, bordel ? Comment on arrive à faire que des gens deviennent des trucs pareils, quoi. Comment on enlève l'humain de l'humain ? C'est ça le problème. C'est cette pensée, ce courant de pensée, c'est un danger pour l'espèce, pas seulement pour la France. Il est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus, quand tu travailles sur ces questions-là, tu te rends compte que c'est des gens qui n'ont plus de rapport au bien et au mal. En fait, ils ont rapport à ce qui est bon pour leur groupe et à ce qui est mauvais pour le groupe adverse. Donc, tu n'as pas, par exemple, c'est mal de tuer.
Non, c'est pas mal de tuer. C'est bien de tuer si tu tues un adversaire. En revanche, si tu commets quelque chose à l'intérieur du groupe, là, ça devient mal. Donc, il n'y a plus de bien et de mal. Il y a ce qui est bon pour le groupe auquel j'appartiens et ce qui est mauvais. Ça s'appelle la barbarie. Quand on a des gens qui vous entraînent vers la barbarie, ça n'est pas acceptable quand on est issu d'un monde qui a fait des efforts immenses pour arriver vers la civilisation, vers l'égalité et le respect de l'humanité. Donc, je suis désolée, mais parfois, pour maintenir la possibilité d'un humanisme, il faut accepter que la guerre nous ait été déclarée. C'est pas nous qui l'avons cherchée. On est venu nous la déclarer chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? À la limite, on peut mettre la tête dans le sable. C'est comme ça qu'en général, on se fait dévorer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut réagir et admettre que oui, parfois, il faut restreindre des libertés. On sait le faire pour des raisons sanitaires. On ne saurait pas le faire quand on tue les nôtres. Ouais. Juste un mot quand même sur l'Observatoire de la laïcité dont le président est Jean-Louis Bianco avec Nicolas Cadenne. On précise quand même que le tweet de soutien de Jean-Louis Bianco à Nicolas Cadenne a été partagé par Tariq Ramadan. Donc Amin El-Khatmi ce matin dit: il n'est nul besoin de longues phrases lorsqu'une image suffit à résumer la duplicité et le travail de sape entrepris contre la laïcité par ceux qui devraient le défendre et le protéger. Assez. Donc je pense que cet observatoire ne va pas faire long feu. Mais pourquoi, il y a 3 semaines, le président de la République n'a-t-il pas annoncé que l'Observatoire de la laïcité serait soit dissous, soit remplacé par de nouveaux dirigeants? C'est absolument indispensable. Qu'on ait besoin d'un observatoire de la laïcité, peut-être, pourquoi pas, mais qu'il soit mis d'abord beaucoup de politique. Je pense qu'il faut des politiques, parce que tout ça, à mon avis, est très très politique. Et par exemple, l'auteur de cette mission parlementaire sur la montée de l'islam radical dans les services publics, et qui en a fait le parlementaire de LR, lui pourrait en prendre la présidence, par exemple, de cet observatoire de la laïcité. Pas un Jean-Luc Bianco qui est un dinosaure de la vie politique française. Enfin, quand même. Mais écoutez, je pense que ce débat va nous occuper pendant un moment, et on espère que le gouvernement va tenir bon. Encore une fois, Marlène Schiappa aujourd'hui rencontre, on n'a pas eu le temps d'en parler, les responsables des réseaux sociaux. Elle est courageuse, Marlène Schiappa. Oui, elle a beaucoup progressé. Et elle disait ce matin qu'à part Facebook et son président Laurent Sely, elle ne savait pas qui elle allait avoir en face d'elle. C'est-à-dire que Twitter, elle n'était pas sûre d'avoir un responsable face à elle. Vous ne vous rendez pas compte du danger que font peser sur nos démocraties ces plateformes américaines. C'est scandaleux. On parle tout le temps d'ingérence étrangère, etc. Mais ces plateformes sont un mal profond. L'algorithme suffit à décider ce qu'on va voir, ce qu'on ne va pas voir, comment changer une élection. Tout ça est tout à fait plausible et vrai. Et quand on parle de censure, elles sont incapables en réalité de faire de la de supporter le travail de Pharos. C'est du flanc total. Bianco Cadenne, c'est l'Observatoire de la liberté religieuse, c'est pas l'Observatoire de la laïcité. Merci à tous les 4. Merci Michel Taube. Merci d'avoir été avec nous. Je suis sidérée par les réactions sur les masques. Franchement, je suis atterrée. Mettez des masques. Je suis atterrée. Le Covid tue. Le Covid tue. Et on rappelle que, je le redis encore une fois, et on vous apporte tout notre soutien, que votre épouse, qui était en bonne santé, est décédée en 15 jours du Covid. Que Michel est là aujourd'hui. Et que Michel est là. Oui, c'est. Il faut avancer. Mais la violence, c'est-à-dire que le masque est devenu un outil politique. C'est-à-dire que si on porte le masque, on est soumis. Alors vous vous rendez compte que c'est pour le masque, ça doit être pour. Allez, merci à tous les 4. On se retrouve demain. Dans un instant, c'est André qui sera avec vous.